Boris Vian, L'écume des jours, chapitres 46 à 50. Chapitre 46. Nicolas regardait son four. Il était assis devant avec un ringard et une lampe à souder et il vérifiait l'intérieur. Le four s'avachissait un peu sur le dessus et les tôles mollisseillaient, prenant la consistance de tranches de gruyère mince. Il entendit les pas de Colin dans le couloir et se redressa sur son siège. Il se sentait fatigué. Colin poussa la porte et entra. Il avait l'air content. Alors, demanda Nicolas. Ça a été ? Je l'ai vendu, dit Colin. 2500. Doublezons. Dit Nicolas. Oui, dit Colin. Inespéré. Je ne m'y attendais pas non plus. Tu regardais ton four. Oui, dit Nicolas. Il est en train de se transformer en marmite à charbon de bois, et je me demande foutre comment ça se fait. C'est très bizarre, dit Colin, mais ça ne leste pas plus que le reste. Tu as vu le couloir ? Oui, dit Nicolas. Ça devient du sapin. Je voulais te répéter, dit Colin, que je ne veux plus que tu restes ici. Il y a une lettre, dit Nicolas. De Chloé. Oui, dit Nicolas, sur la table. En décachetant la lettre, Colin entendait la douce voix de Chloé, et il n'eut qu'à écouter pour la lire. Il y avait dedans. Mon Colin chéri. Je vais bien, il fait beau. Le seul ennui, c'est les taupes de neige, c'est des bêtes qui rampent entre la neige et la terre, elles ont de la fourrure orange et crient fort le soir. Elles font de gros monticules de neige et on tombe dessus. Il y a plein de soleil et je vais revenir bientôt. C'est des bonnes nouvelles, dit Colin. Alors, tu vas aller chez les Pontozane. Non, dit Nicolas. Si, dit Colin. Ils ont besoin d'un cuisinier et moi je ne veux pas que tu restes ici, tu vieillis trop, et je te dis que j'ai signé pour toi. Et la souris, dit Nicolas. Qui lui donnera à manger ? Je m'en occuperai, dit Colin. C'est pas possible, dit Nicolas. Et puis je ne suis plus dans le coup. Mais si, dit Colin. C'est l'atmosphère d'ici qui t'écrase. Aucun de vous ne peut tenir. Tu dis toujours ça, dit Nicolas, et ça n'explique rien. Enfin, dit Colin, là n'est pas la question. Nicolas se leva et s'étira. Il avait l'air triste. Tu ne fais plus rien d'après Gouffé, dit Colin. Tu négliges ta cuisine, tu te laisses aller. Mais non, protesta Nicolas. Laisse-moi continuer, dit Colin. Tu ne t'habilles plus le dimanche et tu ne te rases plus tous les matins. C'est pas un crime, dit Nicolas. C'est un crime, dit Colin. Je ne peux pas te payer à ta valeur. Mais, actuellement, ta valeur baisse et c'est un peu de ma faute. C'est pas vrai, dit Nicolas. C'est pas de ta faute si tu es embêté. Si, dit Colin, c'est parce que je me suis marié et parce que... C'est idiot, dit Nicolas. Qui est-ce qui fera la cuisine ? Moi, dit Colin. Mais tu vas travailler ? Tu n'auras pas le temps. Non, je ne travaillerai pas. J'ai tout de même vendu mon piano-octail pour 2500 doublezons. Oui, dit Nicolas, tu es bien avancé avec ça. Tu vas aller chez les Pontozane, dit Colin. Oh, dit Nicolas. Tu m'embêtes ? J'irai. Mais c'est pas chic de ta part. Tu reprendras tes bonnes manières. Tu as assez protesté contre mes bonnes manières. Oui, dit Colin, parce qu'avec moi, c'était pas la peine. Tu m'embêtes, dit Nicolas. Tu m'embêtes et tu m'embêtes. Moins. Chapitre 47. Colin entendit frapper à la porte de l'entrée et se hâta. Une de ses pantoufles avait un gros trou et il dissimula son pied sous le tapis. C'est haut, chez vous, dit Manche en entrant. Il émettait un souffle compact. Bonjour, docteur, dit Colin en rougissant, parce qu'il était obligé de montrer son pied. Vous avez changé d'appartement, dit le professeur, c'était moins loin avant. Mais non, dit Colin. C'est le même. Mais non, dit le professeur.
Quand vous faites une plaisanterie, vous avez intérêt à être plus sérieux et à trouver des réponses plus spirituelles. Oui, dit Colin. Certainement. Comment ça va? La malade, dit le professeur. C'est mieux, dit Colin. Elle a meilleure mine et elle n'a plus mal. Dit le professeur. C'est louche. Il passa, suivi de Colin, dans la chambre de Chloé et baissa la tête pour ne pas se heurter au chambranle, mais celui-ci s'infléchit au même moment et le professeur émit un gros juron. Chloé, dans son lit, riait en voyant l'entrée du professeur. La chambre était parvenue à des dimensions assez réduites. Le tapis, contrairement à celui des autres pièces, avait épaissi, et le lit reposait maintenant, dans une petite alcôve avec des rideaux de satin. La grande baille était complètement divisée en 4 petites fenêtres carrées par les pédoncules de pierre qui avaient fini de pousser. Il y régnait une lumière un peu grise, mais propre. Il y faisait chaud. Vous me direz encore que vous n'avez pas changé d'appartement, hein, dit Manche-Manche. Je vous jure, docteur. Commença Colin. Il s'arrêta, car le professeur le regardait d'un air inquiet et soupçonneux. Je plaisantais, termina-t-il en riant. Manche-Manche s'approcha du lit. Alors, dit-il, découvrez-vous. Je vais vous ausculter. Chloé entr'ouvrit son mantelet de duvet. Ah, dit Manche-Manche. Ils vous ont opéré là-bas. Oui, répondit Chloé. Elle avait, sous le sein droit, une petite cicatrice, parfaitement ronde. Ils l'ont retiré par là quand il est mort, dit le professeur. Était-il grand? 1 mètre, je crois, dit Chloé. Avec une grosse fleur de 20 centimètres. Sale truc. Marmotta le professeur. Vous n'avez pas eu de chance? De cette taille-là, ce n'est pas courant. Ce sont les autres fleurs qui l'ont fait mourir, dit Chloé. En particulier une fleur de vanille qu'ils m'ont amenée à la fin. C'est étrange, dit le professeur. Je n'aurais pas cru que le vanille puisse produire un effet. Je pensais plutôt au genévrier ou à l'acacia. La médecine, vous savez, c'est un jeu d'andouille, conclut-il. Certainement, dit Chloé. Le professeur l'auscultait. Il se releva. Ça va, dit-il. Évidemment, ça a laissé des traces. Oui, dit Chloé. Oui, dit le professeur. Vous avez actuellement un poumon complètement arrêté ou presque. Ça ne me gêne pas, dit Chloé, si l'autre est bon. Si vous attrapez quelque chose à l'autre, dit le professeur, ça sera ennuyeux pour votre mari. Pas pour moi, demanda Chloé. Plus pour vous, dit le professeur. Il se releva. Je ne veux pas vous faire peur inutilement, mais faites bien attention. Je fais bien attention, dit Chloé. Ses yeux s'agrandissaient. Elle passa une main timide dans ses cheveux. Comment est-ce que je peux faire pour être sûre de ne rien attraper d'autre, dit-elle, et sa voix pleurait presque. Ne vous troublez pas, mon petit, dit le professeur. Il n'y a aucune raison pour que vous attrapiez quelque chose d'autre. Il regarda autour de lui. J'aimais mieux votre premier appartement. Il avait l'air plus sain. Oui, dit Colin, mais ce n'est pas notre faute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, demanda le professeur. J'apprends des choses, dit Colin. Et j'aime Chloé. Votre travail ne vous rapporte rien, demanda le professeur. Non, dit Colin. Je ne fais pas un travail au sens où les gens l'entendent. Le travail est une chose infecte, je sais bien, murmura le professeur, mais, ce qu'on choisit de faire, évidemment, ne peut pas rapporter, puisque... Il s'interrompit. Vous m'aviez montré, la dernière fois, un appareil qui donnait des résultats étonnants. L'avez-vous encore par hasard? Non, dit Colin. Je l'ai vendu. Mais je peux vous offrir à boire tout de même. Manche-Manche passa les doigts dans le col de sa chemise jaune et se gratta le cou. Je vous suis. Au revoir, jeune dame, dit-il. Au revoir, docteur, dit Chloé.
Elle se coula tout au fond du lit et ramena les couvertures sous son cou. Sa figure était claire et tendre sur les draps bleus lavande ourlés de pourpre. Moins. Chapitre 48. Chick passa la poterne de contrôle et donna sa carte à pointer à la machine. Comme d'habitude, il trébucha sur le seuil de la porte métallique du passage d'accès aux ateliers et une bouffée de vapeur et de fumée noire le frappa violemment à la face. Les bruits commençaient à lui parvenir, sourds vrombissements des turbo-alternateurs généraux, chuintement des ponts roulants sur les poutrelles entrecroisées, vacarme des vents violents, de l'atmosphère se ruant sur les tôles de la toiture. Le passage était très sombre, éclairé, tous les 6 mètres, par une ampoule rougeâtre, dont la lumière ruisselait paresseusement sur les objets lisses, s'accrochant, pour les contourner, aux rugosités des parois et du sol. Sous ses pieds, la tôle bosselée était chaude, crevée par endroits, et l'on apercevait, par les trous, la gueule rouge et sombre des fours de pierre tout en bas. Les fluides passaient en ronflant dans de gros tuyaux peints en gris et rouge, au-dessus de sa tête, et, à chaque pulsation du cœur mécanique que les chauffeurs mettaient sous pression, la charpente s'infléchissait légèrement vers l'avant avec un faible retard et une vibration profonde. Des gouttes se formaient sur la paroi, se détachant parfois lors d'une pulsation plus forte, et, quand une de ces gouttes lui tombait sur le cou, Chick frissonnait. C'était une eau terne et qui sentait l'ozone. Le passage tournait tout au bout, et le sol, maintenant, à claire-voie, dominait les ateliers. En bas, devant chaque machine trapue, un homme se débattait, luttant pour ne pas être déchiqueté par les engrenages avides. Au pied droit de chacun, un lourd anneau de fer était fixé. On ne l'ouvrait que 2 fois par jour, au milieu de la journée et le soir. Il disputait aux machines les pièces métalliques qui sortaient en cliquetant des étroits orifices ménagés sur le dessus. Les pièces retombaient presque immédiatement, si on ne les recueillait pas à temps, dans la gueule, grouillante de rouage, où s'effectuait la synthèse. Il y avait des appareils de toutes les tailles. Chick connaissait bien ce spectacle. Il travaillait au bout de l'un des ateliers et devait contrôler la bonne marche des machines et donner aux hommes des indications pour les remettre en état lorsqu'elles s'arrêtaient après leur avoir arraché un morceau de chair. Pour purifier l'atmosphère, de longs jets d'essence traversaient obliquement la pièce, luisant de reflets, par places, et condensant autour d'eux les fumées et les poussières de métal et d'huile chaude qui montaient en colonne droite et mince au-dessus de chaque machine. Chick releva la tête. Les tuyaux le suivaient toujours. Il arriva à la cage de la plateforme de descente, entra et referma la porte derrière lui. Il tira de sa poche un livre de Partre, pressa le bouton de commande et se mit à lire en attendant d'atteindre le sol. Le choc sourd de la plateforme sur le butoir de métal le tira de sa torpeur. Il sortit et gagna son bureau, une boîte vitrée et faiblement éclairée d'où il pouvait surveiller les ateliers. Il s'assit, rouvrit son livre et reprit sa lecture, endormi par la pulsation des fluides et la rumeur des machines. Une discordance dans le vacarme lui fit soudain lever les yeux. Il chercha d'où provenait le bruit suspect. Un des jets de purification venait de s'arrêter net au milieu de la salle et restait en l'air comme tranché en 2. Les 4 machines qu'il avait cessé de desservir, trépidaient. On les voyait remuer à distance, et, devant chacune d'elles, une forme s'affaissait peu à peu. Chick posa son livre et se rua au dehors. Il courut vers le tableau de manœuvre des jets et baissa rapidement une poignée. Le jet brisé restait immobile. On eût dit une lame de feu et les fumées des 4 machines montaient en l'air en tourbillonnant. Il abandonna le tableau et se précipita vers les machines. Elles s'arrêtaient lentement. Les hommes qui y étaient affectés gisaient à terre. Leurs jambes droites repliées formaient un angle bizarre, à cause de l'anneau de fer et leurs 4 mains droites étaient sectionnées au poignet. Le sang brûlait au contact du métal de la chaîne et répandait dans l'air une odeur horrible de bête vivante carbonisée. Chick, au moyen de sa clé, défit les anneaux qui retenaient les corps et étendit ceux-ci devant les machines. Il regagna son bureau, et commanda, par téléphone, les brancardiers de service. Il revint ensuite près du tableau de manœuvre et tenta de remettre le jet en marche. Rien n'y faisait.
Le liquide partait bien droit, mais, arrivé au niveau de la quatrième machine, disparaissait sur place, et l'on apercevait la tranche du jet, aussi nette que s'il eût été sectionné d'un coup de hache. Tâtant, avec ennui, son livre dans sa poche, il se dirigea vers le bureau central. Au moment de quitter l'atelier, il s'effaça pour laisser sortir les brancardiers qui avaient empilé les 4 corps sur un petit chariot électrique et s'apprêtaient à les déverser dans le collecteur général. Il suivit un nouveau couloir. Loin devant lui, le petit chariot vira avec un ronronnement doux, en laissant échapper quelques étincelles blanches. Le plafond, très bas, répercutait le bruit de sa marche sur le métal. Le sol montait un peu. Pour arriver au bureau central, il fallait longer 3 autres ateliers et Chick suivait distraitement sa route. Il parvint enfin au bloc principal et entra chez le chef du personnel. Il y a une avarie au numéro 709, 10, 11 et 12, signala-t-il à une secrétaire derrière un guichet. Les 4 hommes à remplacer, et les machines à enlever, je pense. Puis-je parler au chef du personnel? La secrétaire manuvra quelques poussoirs rouges sur un tableau d'acajou verni, et dit, « Entrez, il vous attend. » Chick entra et s'assit. Le chef du personnel le regarda d'un air interrogateur. « Il me faut 4 hommes, dit Chick. »« Bon, dit le chef du personnel, demain vous les aurez. »« Un des jets de purification ne fonctionne plus, ajouta-t-il. »« Ça ne me regarde pas, dit le chef du personnel. »« Voyez à côté. » Chick sortit et remplit les mêmes formalités avant d'entrer chez le chef du matériel. « Un des jets de purification du 700 ne marche plus, dit-il. »« Plus du tout. Il ne va pas jusqu'au bout, dit Chick. »« Vous n'avez pas pu le remettre en marche. »« Non, dit Chick, il n'y a rien à faire. »« Je vais examiner votre atelier, dit le chef du matériel. »« Mon rendement baisse, dit Chick. »« Faites vite. »« Ça ne me regarde pas, dit le chef du matériel. »« Voyez le chef de la production. » Chick gagna le bloc voisin et entra chez le chef de la production. Il y avait un bureau violemment éclairé, et, derrière le bureau, fixé au mur, un grand tableau de verre dépoli, sur lequel l'extrémité d'une ligne rouge se déplaçait très lentement vers la droite comme une chenille au bord d'une feuille, les aiguilles de gros niveaux circulaires à lunettes chromées tournaient encore plus lentement sous le tableau. « Votre production baisse de 0,7%, dit le chef. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » « 4 machines hors circuit, dit Chick. »« À 0,8 vous êtes renvoyé, dit le chef de la production. » Il consulta le niveau en pivotant sur son fauteuil chromé. 0,78, dit-il. À votre place, je me préparerai déjà. C'est la première fois que ça m'arrive, dit Chick. Je regrette, dit le chef de production. Peut-être pourra-t-on vous changer de service. Je n'y tiens pas, dit Chick. Je ne tiens pas à travailler. Je n'aime pas ça. Personne n'a le droit de dire ça, dit le chef de la production. Vous êtes renvoyé, ajouta-t-il. Je n'y pouvais rien, dit Chick. Qu'est-ce que c'est que la justice? Jamais entendu parler, dit le chef de la production. J'ai du travail, il faut dire. Chick quitta le bureau. Il retourna chez le chef du personnel. Puis-je être payé, demanda-t-il. Quel numéro, demanda le chef du personnel. Atelier 700. Ingénieur. Bon. Il se tourna vers sa secrétaire et dit. Faites le nécessaire. Puis, il parla dans son transmetteur intérieur. Allô, dit-il. Un ingénieur de rechange, type 5, pour l'atelier 700. Voilà, dit la secrétaire en donnant une enveloppe à Chick. Il y a vos 110 doublons. Merci, dit Chick, et il s'en alla. Il croisa l'ingénieur qui allait le remplacer, un jeune homme maigre et blond, l'air fatigué. Il se dirigea vers l'ascenseur le plus proche et pénétra dans la cabine. Chapitre 49. Entrez, cria le tourneur de disques. Il regarda vers la porte.
C'était Chic. Bonjour, dit Chic. Je reviens vous voir pour ces enregistrements que je vous avais apportés. Je récapitule, dit l'autre. Pour les 30 faces, confection des outils, gravure au pantographe de 20 exemplaires numérotés, de chaque face, ça vous fait, l'un dans l'autre, 108 doublons. Je vous les laisse à 105. Voilà, dit Chic. J'ai un chèque de 110 doublons, je vous l'endosse et rendez-moi 5 doublons. D'accord, dit le tourneur de disques. Il ouvrit son tiroir et donna à Chic un billet de 5 doublons tout neuf. Les yeux de Chic s'éteignaient dans sa figure. Moins. Chapitre 50. Isis descendit. Nicolas conduisait la voiture. Il regarda sa montre et la suivit des yeux, tandis qu'elle pénétrait dans la maison de Colin et de Chloé. Il avait un uniforme neuf de gabardine blanche et une casquette de cuir blanc. Il était rajeuni, mais son expression inquiète trahissait un désarroi profond. L'escalier diminuait brusquement de largeur à l'étage de Colin et Isis pouvait toucher, à la fois, la rampe et la paroi froide sans écarter les bras. Le tapis n'était plus qu'un léger duvet qui couvrait à peine le bois. Elle atteignit le palier, haleta un peu et sonna. Personne ne vint ouvrir. Il n'y avait aucun bruit dans l'escalier, sinon, de temps à autre, un léger craquement suivi d'un éclaboussement humide lorsqu'une marche se détendait. Isis sonna de nouveau. Elle percevait, de l'autre côté de la porte, le léger frisson du marteau d'acier sur le métal. Elle secoua un peu la porte qui s'ouvrit d'un coup. Elle entra et trébucha sur Colin. Il reposait, allongé par terre, la figure sur le sol, de côté, et les bras en avant. Ses yeux étaient fermés. Dans l'entrée, il faisait sombre. Autour de la fenêtre, on voyait un halo de clarté qui ne pénétrait pas. Il respirait doucement. Il dormait. Isis se baissa, s'agenouilla près de lui et lui caressa la joue. Sa peau frémit légèrement et ses yeux bougèrent sous ses paupières. Il regarda Isis et parut se rendormir. Isis le secoua un peu. Il s'assit, passa la main sur sa bouche et dit. « Je dormais ? » « Oui, dit Isis. »« Tu ne dors plus dans ton lit ? » ?»« Non, dit Colin. »« Je voulais rester là pour attendre le docteur et aller chercher des fleurs. » Il avait l'air complètement désorienté. « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit Isis. « Chloé, dit Colin. » Elle tousse de nouveau. « C'est un peu d'irritation qui reste, dit Isis. »« Non, dit Colin. C'est l'autre poumon. » Isis se leva et courut vers la chambre de Chloé. Le bois du parquet giclait sous ses pas. Elle ne reconnaissait pas la chambre. Sur son lit, Chloé, la tête à demi cachée dans l'oreiller, toussait, sans bruit, mais sans interruption. Elle se redressa un peu en entendant Isis entrer et reprit haleine. Elle eut un faible sourire quand Isis s'approcha d'elle, s'assit sur le lit et la prit dans ses bras comme un bébé malade. « Tousse pas, ma Chloé, murmura Isis. « Tu as une jolie fleur, dit Chloé dans un souffle, en respirant le gros i rouge piqué dans les cheveux d'Isis. Ça fait du bien, ajouta TL. Tu es encore malade, dit Isis. C'est l'autre poumon, je crois, dit Chloé. Mais non, dit Isis, c'est le premier qui te fait encore un peu tousser. Non, dit Chloé. Où est Colin ? Il est parti me chercher des fleurs. Il va venir, dit Isis. Je l'ai rencontré. A-t-il de l'argent ? Ajouta TL. Oui, dit Chloé, il en a encore un peu. À quoi ça sert, ça n'empêche rien. Tu as mal, demanda Chloé. Oui, dit Chloé, mais pas beaucoup. La chambre a changé, tu vois. Je l'aime mieux comme ça, dit Isis. C'était trop grand avant. Comment sont les autres chambres, dit Chloé. Oh. Bien. Dit Isis évasivement. Elle se rappelait encore la sensation du parquet froid comme un marécage. Ça m'est égal que ça change, dit Chloé. Du moment qu'il fait chaud et que ça reste confortable. Sûr, dit Isis. C'est plus gentil, un petit appartement.
La souris reste avec moi, dit Chloé. Tu la vois, là-bas, dans le coin. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Elle ne voulait plus aller dans le couloir. Oui, dit Isis. Donne encore ton IE, dit Chloé, ça fait du bien. Isis le détacha de sa chevelure et le donna à Chloé qui l'approcha de ses lèvres et le respira à longs traits. Comment va Nicolas, dit-elle. Bien, dit Isis. Mais il n'est plus gai comme avant. Je t'apporterai d'autres fleurs quand je reviendrai. Je l'aimais bien, Nicolas, dit Chloé. Tu ne vas pas l'épouser? Je ne peux pas, murmura Isis. Je ne suis pas à sa hauteur. Ça ne fait rien, dit Chloé, si il t'aime. Mes parents n'osent pas lui en parler, dit Isis. Oh! L'IE blêmissait soudain, se fripa, parut se dessécher. Il tombait, maintenant, en fine poussière sur la poitrine de Chloé. Oh, dit Chloé à son tour, je vais tousser encore. Tu as vu? Elle s'interrompit pour porter la main à sa bouche. Une quinte violente la ressaisit. C'est, cette chose que j'ai, qui les fait toutes mourir, balbutia T.L. Ne parle pas, dit Isis. Ça n'a aucune importance. Colin va en rapporter. Le jour était bleu, dans la chambre, et presque vert aux angles. Il n'y avait pas encore trace d'humidité, et le tapis restait assez haut, mais une des 4 fenêtres carrées se fermait presque complètement. Isis entendit le bruit humide des pas de Colin dans l'entrée. Le voilà, dit-elle. Il t'en rapporte sûrement. Colin apparut. Il avait une grosse gerbe de lilas dans les bras. Tiens, ma Chloé, dit-il. Prends-les. Elle tendit les bras. Tu es gentil, mon chéri, dit-elle. Elle posa le bouquet sur le second oreiller, se tourna sur le côté et enfouit sa figure dans les grappes blanches et sucrées. Isis se levait. Tu t'en vas, dit Colin. Oui, dit Isis. On m'attend. Je reviendrai avec des fleurs. Tu serais gentille de venir demain matin, dit Colin. Il faut que j'aille chercher du travail, et je ne veux pas la laisser toute seule avant d'avoir revu le docteur. Je viendrai, dit Isis. Elle se pencha un peu, avec précaution, et elle embrassa Chloé sur sa joue tendre. Chloé leva la main et caressa la figure d'Isis, mais elle ne tourna pas la tête. Elle respirait évidemment le parfum des lilas qui se déroulaient en volutes lentes autour de ses cheveux brillants. Moins.